Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une, le secteur audiovisuel au Cameroun bientôt bénéficiera d'un encadrement législatif. Un projet de loi sur l'introduction prochaine de la télévision numérique terrestre au Cameroun est sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Les grandes lignes de ce projet de loi dans ce journal. Et puis en politique, le RDPC a 30 ans ce jour, un âge mature d'après son président national Paul Biya. Quel bilan peut-on faire des 30 ans d'existence du parti au pouvoir? À suivre le dossier de la rédaction. Et enfin à l'étranger, une nouvelle tragédie à Yélienne. Eh bien, un avion ayant à son bord 144 passagers plus 6 membres de l'équipage s'est écrasé ce matin aux Alpes. C'est en France. Le bilan fait état de toutes les personnes qui étaient dans cet avion seraient mortes. Nous faisons le point dans ce journal avec nos confrères de France 24 et j'annonce également dans la deuxième partie de ce journal que nous reviendrons sur la condamnation de du fils de l'ancien président sénégalais Karim Wade qui a été condamné à 6 ans de prison avec notre invité. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par cette information de dernière minute qui nous arrive à l'instant même. On parle d'un accident grave de la circulation qui vient de se dérouler dans la ville de Douala, plus précisément au lieu dit Essek, où un camion d'une entreprise brassicole aurait donc fini sa course folle sur une moto où il y avait à bord 2 personnes et ces personnes seraient toutes mortes. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Toujours dans ce registre des faits de société, nous rendons à Yaoundé où un vigile a été poignardé à mort. Au quartier Mvogada, eh bien, la victime, son corps inanimé a été découvert baignant dans le sang très tôt ce matin par des riverains. La gendarmerie, une fois alertée, est descendue sur les lieux du drame. Les précisions avec Yannick Mazoua. Scène d'horreur et de stupéfaction à Yaoundé, au quartier Mvogada, lieu-dit Collège Montesquieu. Le dénommé Makodje Dazemba, vigile dans un établissement commercial de la place, a été retrouvé mort. Selon les constatations de la gendarmerie, il a reçu 2 coups de poignard, un à la poitrine et un autre à l'abdomen. Nous avons trouvé quelqu'un qui a été poignardé. Il servait de gardien de nuit ici. Donc, nous avons fait les premières constatations d'usage que la police judiciaire nous a apprises. Et le reste va suivre pour l'enquête. Informés, les proches du disparu et les riverains se sont massés sur les lieux. En tout cas, c'est rêve quand même, comme il était au travail, on l'a été tué. Âgé d'environ 50 ans, Makodje Dazamba était originaire de Zouelva, localité du département du Mayo-Sava, dans la région de l'extrême nord. Il laisse une femme et 7 enfants. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Loin de ce registre, parlons de cette nouvelle ère qui s'ouvre bientôt dans le secteur audiovisuel au Cameroun avec l'introduction prochaine de la télévision numérique terrestre. Ce bond technologique bénéficie d'un encadrement législatif et réglementaire consacré par le projet de loi régissant l'activité au Cameroun, un projet qui est sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Les grandes lignes de ces documents avec Marcelin Gansop. C'est un document qui pèse 25 pages pour un total de 100 articles, pas moins. Il est inspiré par le passage obligé du système de radiodiffusion analogique vers le numérique. Le deadline a été fixé au 17 juin 2015 à minuit pour les pays situés dans la région 1 à laquelle appartient le Cameroun. Notre pays ne peut donc rester en marge de ce vent de modernité qui s'apprête à souffler dans le vaste champ des télécommunications. Le projet de loi régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun vient donc baliser le chemin en fixant clairement les règles du jeu ainsi que les acteurs concernés. Ainsi, l'introduction de la télévision numérique terrestre va bouleverser l'organisation des métiers et des activités dans l'univers professionnel de l'audiovisuel au Cameroun.
C'est ainsi que du fait de la convergence des technologies, les secteurs d'activité tels que les communications électroniques et les TIC seront impactés. En fait, la mutation technologique qui pointe à l'horizon devrait permettre une utilisation optimisée de la ressource rare que constituent les fréquences radioélectriques. Il y aura également une meilleure couverture nationale, la garantie d'une meilleure qualité de service et un plus grand choix des programmes de télévision. Il est également attendu de la télévision numérique terrestre, la stimulation de l'industrie audiovisuelle avec l'apparition de nouveaux métiers et de nouveaux opérateurs, la création d'emplois et de richesses et par ricochet, l'augmentation de la production d'œuvres locales susceptibles de mieux assurer le rayonnement de notre patrimoine culturel et de notre génie créateur, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Bref, le passage de l'analogique au numérique implique une nouvelle façon de faire et tourne la page du passé et du présent. Des changements majeurs sont attendus et nécessitent une législation ainsi qu'une réglementation adaptée. Le projet de loi, qui sera bientôt examiné par les députés et les sénateurs, annonce les couleurs de cette activité audiovisuelle New Look. Eh bien, restons dans le secteur audiovisuel pour dire que cela fait 30 ans que les Camerounais découvraient ainsi la télévision. On se rappelle, les toutes premières images diffusées sur la chaîne de télévision nationale, c'était un 24 mars 1985 lors du congrès de l'UNC à Bamenda. Guy Zogo, souvenir. La télévision au Cameroun, c'est d'abord la tour d'un baladeur à Yaoundé qui émet les premières images à la faveur du congrès du RDPC à Bamenda en 1985. Elle s'appelle encore la Cameroun Television CTV. On y trouve le générique de Manu Dibango qui fait sensation pour annoncer les éditions des journaux. Mais surtout les premiers visages du tube cathodique version camerounaise, dont Denise Epoté, Eric Tchinje, Dieudonné Tinepigui et Charles Ndongo. La télévision apparaît après une très longue attente. C'était un projet que le président Paul Biya avait hérité de son prédécesseur, après plusieurs renvois, quelques fausses alertes. Finalement, dès que le président Paul Biya arrive, il prend pour ainsi dire les choses en main, lui-même le dossier en main, parce que j'imagine qu'il comprend tout le bénéfice qu'il peut en tirer, surtout dans le contexte qui était celui de 1985. Depuis, la libéralisation est passée sur le petit écran camerounais et d'autres acteurs ont fait leur apparition. Un nouveau champ télévisuel qui va d'Equinox Télévision à Canal 2 International en passant par la CRTV, STV, Vision 4, LTM, DBS et tous les autres. Une hypertrophie qui charrie naturellement de nombreux problèmes. D'abord, il faut saluer la concurrence. La concurrence nous fait du bien à nous tous. On ne s'en rend pas compte. Et vraiment, c'est un propos qui n'a rien de démagogique. Parce que ce que vous ne trouvez pas à la CRTV, vous pouvez le trouver à côté, à Equinox par exemple. Vous avez une liberté de ton inégalée. Maintenant, j'espère que vous en faites bon usage, parce que tout le problème est là. Il ne suffit pas d'avoir la liberté. Il faut savoir l'utiliser en mettant en place, quand on doit faire un débat, on va dire, équilibré en termes de sensibilité. Au final, le doute n'est plus permis. La télévision est définitivement entrée dans les mœurs des Camerounais pour toujours. Alors, ce 24 mars marque également un autre anniversaire. Il s'agit celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a 30 ans. Eh bien, 30 ans pour les membres de cette formation politique qui s'auto-glorifient en disant que le RDPC a contribué à la consolidation de l'unité nationale, mais ici qu'au bien-être des Camerounais. Mais une autre opinion pense plutôt que ce fut 30 années d'échecs sur tous les plans. Retrouvons ces différentes réactions croisées avec Guizot. Deux tableaux résument le 30e anniversaire du RDPC, le parti au pouvoir créé le 24 mars 1985 à Bamenda. D'abord au RDPC même, c'est l'enthousiasme et la satisfaction qui sont des mises en phase avec Paul Biya, lequel, bien qu'absent du pays, s'est fendu d'une lettre à ses camarades dans laquelle il soutient que le RDPC est le socle de l'unité nationale du Cameroun. Un argument que reprend à sa une Cameroun Tribune et qu'agrée Laurent Serge Etundingwa. La consolidation de l'unité nationale
est pratiquement l'épine dorsale de toute cette politique. Et globalement, lorsque l'on voit par exemple les investissements qui sont faits dans notre pays, il faut parcourir l'Afrique pour voir que le souci de faire partager à tous les grandes infrastructures, les acquis sociaux, n'a pas quelque chose d'équitable dans ces pays-là. Mais en face, c'est un déluge de critiques qui s'abat pour dénoncer ce qui est considéré comme un échec. Le commentaire que ça inspire, c'est 30 ans de raté d'une histoire pour le Cameroun, parce que le RDPC, son bilan est tout à fait nul. Des récriminations que d'aucuns amplifient avec des arguments sur le plan économique. Lorsque M. Biya-Paul arrive au pouvoir et jusqu'au moment où il crée son RDPC, il trouve quand même un pays avec une stabilité réelle. Il trouve un pays avec un taux de croissance qui est approximatif au taux de chiffres à la réalité. Plus avant est même mise sur la table la question de l'avenir du RDPC. D'aucuns doutent fort qu'il puisse survivre à Paul Biya demain. Le parti a été façonné pour l'individu Biya-Paul. Nécessairement et forcément, une décomposition totale de ce parti dès l'instant où M. Biya-Paul ne sera pas là. Ce que le parti au pouvoir relativise en estimant qu'il y a bien des hommes capables de maintenir allumée la flamme du RDPC. C'est des prophètes, je ne sais pas comment les qualifier. Ils ont quelle preuve pour cela? Est-ce à dire que le président Biya n'a pas formé des générations de politiciens qui peuvent suivre son exemple? Ou bien ils veulent qu'aujourd'hui, pendant que le président Biya est encore aux commandes du navire, les gens disent « moi je peux faire comme le président, je veux faire comme le président ». Non, le RDPC est un parti structuré, ordonné. Il serait très difficile de venir un jour les mietter aussi facilement. À l'évidence, 30 ans après, à propos du RDPC, chacun campe sur ses positions selon sa chapelle politique. Disons à la suite des Guizogo que le RDPC également a accusé d'avoir confisqué toutes les maisons du parti, pour certains Camerounais qui estiment que ces maisons ont été construites grâce à la contribution de tous les Camerounais bien avant l'avènement du multipartisme. Ces maisons relèvent du patrimoine national. Les précisions avec Éric Massiandjoumou. Maison du parti de Bonanjo, la désolation. Le joyau architectural d'antan croupit sous le poids de l'âge et de l'abandon. Pourtant, il brasse des dizaines de millions de francs CFA par an. Maison du parti d'Edea, la déprédation. L'une des plus belles bâtisses de la ville lumière obscurcit le paysage de par sa détérioration. Maison du parti de Banganté, le délabrement. L'édifice majestueux, il y a quelques années, sombre dans l'oubli et le mauvais entretien. Ces lieux dénommés Maisons du Parti ont plusieurs particularités. En dehors de leur aspect hideux, la grande majorité de ces bâtisses a été construite sous l'ère de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, et ceci avec les contributions de la quasi-totalité des adultes de l'époque. Conçu par tous les Camerounais de toutes les régions. Et les gens qu'on a débité leur salaire pour cause construction de maisons de parti. On parlait de partis unifiés pour certains, de partis uniques pour d'autres. Le RDPC né des cendres de l'UNC compte parmi son héritage ces maisons du parti. Or, depuis l'avènement du multipartisme, la donne a changé. C'est tous les partis ont le droit d'aller là-bas pour arranger les affaires du pays. Ce n'est pas une seule personne. Le RDPC est né et s'est approprié ces maisons de parti qui devait normalement être une maison du peuple. Parce que avant le RDPC, tous les Camerounais étaient membres de l'UNC. Des maisons du parti qui font souvent des rentrées financières importantes dans le cadre des locations pour diverses prestations. L'argent récolté n'est pas reversé au trésor. Non seulement ils utilisent ça pour les besoins de leur parti, mais également ils louent ces salles à des taux
incompréhensible. Ils mettent de l'argent dans leur poche. Une situation qui est d'autant plus alarmante que l'argent récolté ne sert même pas à l'entretien de ces maisons du parti, dont les gestionnaires sont désignés dans le cadre du parti RDPC. On se demande où va l'argent que ces maisons-là génèrent, parce qu'en fait, ce sont des maisons qui sont louées et qui produisent, qui génèrent des revenus. L'appropriation abusive de ces édifices par le parti au pouvoir devrait donc prendre fin selon de nombreux politiciens qui verraient d'un bon œil leur transformation en maison du peuple ou en maison de la culture. Ces maisons doivent être utilisées comme les maisons de culture, par exemple. Une fois qu'on a restitué au ministère de la Culture, il peut servir à tous ces groupes de danse qui cherchent des endroits ou des salles de cinéma. On peut les aménager en salles de cinéma parce qu'il n'y en a pas. Le réquisitoire a déjà été porté à l'attention du président de la République du Cameroun par Bruno Ndefo, qui exige que ce dernier rappelle à l'ordre le président du RDPC pour que ces biens publics confisqués soient restitués à tous les Camerounais. L'élan de cœur à l'endroit de nos soldats au front à l'extrême nord du Cameroun se poursuit avec cette fois-ci du côté de la commune d'arrondissement de Douala 2e où toutes les forces vives de cette municipalité ont eu à mobiliser la rondelette somme de 8 627 000 francs CFA. C'était un montant provisoire. C'était lundi dernier. Eh bien, tous les donateurs ont mis en garde contre toute tentative de détournement de ces fonds. Situation également similaire, il y a quelques jours, c'était à Idela, le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, où de ce côté-là, les populations ont collecté 33 millions de francs CFA, un argent qui a été remis au préfet du département de la Sanaga-Maritime, Fils Dikoso Seme, qui présidait d'ailleurs cette réunion de collecte. Ouvrons à présent le dossier consacré à la santé, puisque c'est un anniversaire. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Il faut dire qu'environ 27 000 cas de tuberculose sont recensés chaque année au Cameroun et la région du littoral à elle seule compte 6 000 cas, dont 40% sont détectés séropositifs. Des révélations faites par des spécialistes de la santé. C'est dans ce reportage que nous proposent Jean Junimpek et Flavien Valondongo. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. La tuberculose est une maladie classée dangereuse par des spécialistes de la santé. Depuis des lustres, elle peine à être éradiquée au Cameroun. Avec l'avènement du VIH, les choses se sont compliquées. Éradiquer la tuberculose, c'est un challenge. C'est ce pourquoi nous nous battons tous les jours. Peut-être que nous y arriverons. Malgré des efforts des pouvoirs publics, la tuberculose reste une maladie contagieuse. C'est une maladie qui se transmet par inhalation des gouttelettes de fluge qu'un autre malade aurait émis dans l'air. L'Organisation mondiale de la santé affirme que la situation est alarmante. 27 000 cas de tuberculose sont recensés chaque année au Cameroun, avec environ 6 000 dans la région du littoral, parmi lesquels 40% détectés séropositifs. Sur les 6 000 personnes qui souffrent de la tuberculose dans le littoral, il y a 83% qui guérissent. Il y a environ 11% de ces malades qui se trouvent dans la nature, qui sont perdus de vue. Selon des sources, la tuberculose et le VIH-Sida ont un lien de mariage mortel. La stigmatisation reste donc l'une des principales raisons des perdus de vue relevées par le personnel de santé. Les malades sont vraiment stigmatisés parce que quand on sait déjà que la tuberculose est une maladie contagieuse, quand le patient arrive, quand il fait part aux parents ou à son entourage, il est rejeté. La tuberculose est un problème de santé publique au Cameroun qui ne semble pas trouver de solution à cause de l'absence de communication, relève des observateurs. Il faut dire à la suite de Flavien Dongo que la promiscuité, l'insalubrité et surtout l'absence de communication sont des facteurs qui favorisent la propagation de la tuberculose au Cameroun. Des médecins rassurent par ailleurs que le médicament contre cette maladie est gratuit dans les différents centres de traitement. Et à ce jour où l'on célèbre donc on passe donc à la lutte contre cette maladie, je vous propose nos reporters qui ont suivi un ancien malade de tuberculose qui raconte son histoire. C'est avec, une fois de plus, Jean Junimpek et Flavien Valondongo. Elisabeth Kovoisi est une ancienne malade de la tuberculose. Elle découvre son statut à la suite d'un paludisme. J'avais toujours le palud et je toussais. Alors, j'ai demandé moi-même qu'on me fasse la radio.
et les crachats. À 2 reprises, mes crachats sont sortis positifs. Aussitôt s'est installée la stigmatisation. Les voisins lui portaient désormais un regard différent. Voilà, autre chose, mais pourquoi elle maigrit et ça et tout. Parce que moi-même, ça me dérangeait. C'est juste quand on a dépisté ma maladie, et je me suis contacté de prendre mes médicaments. Des médicaments qu'elle a pu prendre durant 6 mois. Aujourd'hui, elle se porte comme un charme et appelle les autres victimes de la tuberculose à accepter la maladie. Toute maladie se soigne. Que ce soit ton copain, que ce soit ton mari, ta camarade, de tout, dis la vérité. Je souffre de tel. Et la personne peut t'apporter de l'aide. Seulement, il est difficile de faire disparaître la tuberculose dans notre pays pour cause de plusieurs facteurs. D'accord, la promiscuité, l'habitat insalubre, sombre, mal aéré, ceux qui n'achèvent pas le traitement, ceux qui ne prennent pas normalement les médicaments, constituent un risque pour développer les infections, les tuberculoses. La question de la communication est également nécessaire si l'on voudrait tendre à la tuberculose dans notre pays. Donc il y a une recrudescence des cas de tuberculose au niveau du pays et il faut intensifier la communication. Les médicaments ne suffisent donc pas. Il faut que les populations aient l'information sur la tuberculose, qu'ils aient des connaissances sur la tuberculose. Des médecins soulignent par ailleurs que la tuberculose n'est pas une fatalité. La prise des médicaments qui sont gratuits dans les centres de traitement après test reste la solution idéale. Eh bien, comprendre la tuberculose, c'est juste après ce journal dans le cadre de l'émission Actu Santé présentée par Flavien Valo-Dongo. Construction du 2e pont sur l'Ovouri, eh bien, les populations de Bonantone Rail doivent libérer le site au plus vite, même sans indemnisation. Les travaux complémentaires de cette infrastructure sont à l'origine de l'accélération du processus de déguerpissement. Le reportage de Warren Zede et Serge Alaoutou. La curiosité de nombreux usagers du boulevard Portuaire n'avait que rarement trouvé justification. Face à ces nouveaux déguerpissements, ici à Bonantone Rail, l'explication est désormais là. Il s'agit de faire des travaux d'une voie de contournement, donc qui passe au-dessus des maisons qu'il faut qu'on exproprie. En fait, ça va passer au-dessus des voies et en même temps, ça va longer ces voies pour pouvoir aller au droit du giratoire existant. Et tout ça, c'est pour pouvoir faire un ouvrage qui va permettre au rail de passer dans l'ouvrage, sur le boulevard Portuaire. Cet aménagement n'était pas de l'avis des experts, prévu dans le plan initial, mais plutôt dans les travaux complémentaires. Donc aujourd'hui, on est déjà en retard dans les délais, il faut le savoir, puisque on veut finir au plus proche de la fin de l'ouvrage, tous les accès. Donc plus le temps passe et moins on peut y arriver. Donc c'est pour ça qu'on essaye de, pas forcer les choses, mais un minimum qu'on soit accompagné par tout le monde, donc par la préfecture, par le préfet et par aussi les habitants. Ces habitants, côté d'Edo, sont frappés d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre des travaux complémentaires de construction du 2e pont sur le Vouri. Ils étaient conviés par le préfet du Vouri, président de la commission de constatation et d'évaluation des biens mis en cause. Dans cette 2e phase complémentaire, on se retrouve confronté à des contraintes de délai où on est quelque peu obligé de leur demander d'apporter une contribution pour permettre l'avancement des travaux en attendant l'aboutissement de la procédure qui doit être menée jusqu'en son terme. Et cette phase d'aujourd'hui consistait à s'assurer que toutes les personnes impactées sont prises en compte pour que personne ne se retrouve ignoré dans le décret qui sera signé. En attendant que le décret soit signé, les déguerpis de la phase 2 sont appelés à partir et les indemnisations suivront. Cette méthode appliquée différemment dans la phase 1, c'est-à-dire indemnisation puis déguerpissement, plonge les populations de Bonantone Rail dans le questionnement. Moi, je suis un père de famille, j'ai 7 enfants. Donc, quand on me demande de libérer maintenant, je ne sais pas d'où je vais faire habitude. Tout, je n'ai rien. Je suis sans emploi déjà et je n'ai vraiment pas de revenus, rien pour pouvoir dire que je peux aller ne serait-ce que louer une chambre quelque part. Donc cette indemnisation-là pourrait vraiment m'aider. Avant d'y arriver, la commission de constat et d'évaluation des biens mis en cause doit faire face à de nombreux problèmes, parmi lesquels il y a une confusion au niveau de recensement. Oui. Il y a une maison en matière prévisoire qu'on a infectée sur mon nom et que moi j'ai en matière définitive. Donc c'est pour ça qu'on fait une descente sur le terrain pour la vérification. Ainsi va le projet de construction du 2e pont sur le Vouri.
L'anglais est désormais l'unique langue que l'on utilise dans les tribunaux du Nord-Ouest. Ceci est donc la conséquence d'une concertation entre l'Association des avocats du Nord-Ouest et le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun. Une résolution qui vient d'en mettre un terme à la colère de ces avocats qui, faut le dire, s'insurgeaient contre l'utilisation du français. Nous y reviendrons sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Nous parlons à présent des nouvelles au-delà de nos frontières, notamment la condamnation de Karim Wade. Eh bien, la communauté sénégalaise de Douala est divisée sur le verdict rendu par la justice de ce pays entre les wadistes qui parlent d'un procès politique, tandis que du côté des maquistes, ils saluent plutôt une décision historique au Sénégal. Nos reporters Oriol Choumi et Jean Djonipek sont allés à leur rencontre à Douala. Suivez plutôt. Au lendemain de la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison par la justice sénégalaise, les langues se délient peu à peu au sein de la communauté sénégalaise de Douala. Il n'est pas nous fait surprise, parce que c'est le combat politique. Il nous fait beaucoup mal, parce qu'il n'a rien fait. Est-ce qu'il y a des pros? Lui qui n'a pas gardé l'argent, il a travaillé au Sénégal honnêtement. Il doit avoir où 4 000 milliards pour le voler. À côté de ce griot, d'autres wadistes comme ils se revendiquent parlent d'un procès politique piloté par l'Hexagone. Ça c'est pour écarter dans son candidat président de 2017. Macky Sall, tout ce qu'il fait c'est derrière les Occidentaux. Il a le rakin d'Ablaouad à cause des Occidentaux, on connaît. C'est la France qui l'a levé là-bas. Une position qui tranche avec celle de plusieurs autres Sénégalais de Douala, pour qui la justice n'a fait que son travail. J'ai trouvé que c'est tout à fait normal et logique. À partir du moment que nous sommes dans un état de droit, la justice a fait son travail. Et on ne peut pas aussi remplacer la justice. Je ne vois pas ça comme étant un procès politique. La justice sénégalaise a lancé un appel à l'éveil des consciences, selon cet homme d'affaires. C'est encore une fois de plus à saluer la démocratie sénégalaise dans tout son ensemble. Le Sénégal, c'est un état de droit. Et il vient encore une fois de plus de le démontrer. Nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a une personne qui doit répondre des actes devant la loi est indépendante et démocratique. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Moi particulièrement, je suis fier du verdict qu'aujourd'hui, le Sénégal a démontré aux yeux du monde entier. C'est historique. On retrouve aussi des modérés. Ils reconnaissent qu'il peut s'agir d'un procès politique, mais se rendent tout de même à l'évidence que Karim Wade n'est pas aussi innocent qu'il l'affirme. Ancien secrétaire général de la Fédération PDS ici au Cameroun, désigné par son excellence Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national. Ça ne me surprend pas parce que je savais qu'il y avait une bataille politique entre les deux camps. Mais je sais que quelque part, il y a quand même il y a politique. Mais dans tous les cas, ce que je crois, moi, en tant que Sénégalais, je crois à la justice sénégalaise. Quelque part, la justice a raison. Ces Sénégalais suivent de très près l'actualité politico-judiciaire de leur pays, dont ils disent tous être fiers des avancées démocratiques. Eh bien, je signale qu'un membre du Parti démocrate sénégalais est l'invité dans la deuxième partie de ce journal. Toujours à l'étranger, on parle de cette catastrophe aérienne en France. 144 passagers à bord et 6 membres de l'équipage ont péri dans un crash ce matin. L'appareil de A320 de la compagnie Germanwings s'est écrasé ce matin dans les Alpes-Hautes-Provence alors qu'il effectuait la liaison Barcelone-Düsseldorf. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. La première image des environs de la zone du crash. On aperçoit un massif montagneux, enneigé et donc difficile d'accès. C'est un avion comme celui-ci, filmé sur une vidéo amateur qui s'est écrasé. Un A320 de la compagnie allemande Germanwings. Le crash a eu lieu à proximité du village de Méolance-Revel, dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a une opération de sauvetage que l'on appelle le plan SATER, sauvetage aéroterrestre, qui a été immédiatement déclenché dès qu'il y a eu une perte d'écho radar de la part du contrôle aérien. C'était aux environs de 11h moins le quart. Et une demi-heure après, eh bien, les hélicos qui étaient sur zone, qui ont pu survoler la zone, ont découvert des débris de l'appareil. Maintenant, c'est une zone qui est une zone compliquée d'accès, une zone difficile, montagneuse, à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui va rendre les opérations plutôt longues et plutôt compliquées. Il y avait à bord de l'avion 150 personnes. Les conditions de l'accident, qui ne sont pas encore élucidées, laissent penser
qu'il n'y aurait aucun survivant. Je veux d'abord exprimer aux familles qui viennent d'être touchées par ce drame qui s'est produit en France toute notre solidarité. Nous ne connaissons pas encore l'identité des victimes. Le vol 4U9525 avait décollé de Barcelone à 10h05 avec 30 minutes de retard. Sans escale, direction Düsseldorf, arrivée prévue juste avant midi. Au-dessus de Barcelonnette, l'avion perd de l'altitude puis s'écrase. Pour quelle raison ? On l'ignore pour l'instant. Selon un site spécialisé dans l'aéronautique, l'avion aurait été mis en service en 1990. Il s'agit donc d'un modèle ancien. À Paris, une cellule de crise a été mise en place au ministère de l'Intérieur. 400 gendarmes et sauveteurs sont arrivés sur les lieux de l'accident. On parle à présent de sport. On signale ce scandale au sein de l'équipe nationale espoir de football. Un joueur camerounais a abandonné à l'aéroport international d'Harare au Zimbabwe. Olivier Kingesimo n'a pas pu embarquer avec ses coéquipiers, faute, dit-on, d'un billet d'avion retour. Plus de précisions avec Élisée Mbogba et Yannick Bazoua. C'est une autre bourde au sein de la gestion du dossier des Lions indomptables espoirs. Pour n'avoir pas eu des billets d'avion de retour, Olivier Simokinge n'a pas embarqué avec ses coéquipiers dans un vol de la compagnie Kenyan Airways qui a quitté Harare dans la nuit de dimanche. Donc quand on arrive à l'aéroport, il est pratiquement 2 h du matin. On se rend compte que quand on a fini, tout le monde était pratiquement l'avant-dernier et assez présenté. On constate que son billet n'était pas dans la machine. Ça veut dire que son billet a été purement et simplement annulé. Face à cette situation, la délégation a été contrainte d'abandonner le jeune défenseur de l'Académie Kufour de Yaoundé. Maintenir tout le groupe ou bien laisser quelqu'un par rapport au fait que le gars était en sécurité, nous avons trouvé nécessaire. Et d'abord, avec l'accord du petit qui reste tranquillement là-bas, nous sommes repartis à l'hôtel, nous l'avons logé. Un énième scandale au sein de l'équipe nationale de football espoir après l'épisode du transit prolongé à l'aéroport de Nairobi au Kenya au départ pour le Zimbabwe. On a souffert à Nairobi 2 jours, tout était parti dans les mêmes circonstances parce que vous marchez comme des troupeaux. Aux dernières nouvelles, le jeune Lion espoir a quitté Harare dans l'après-midi de ce mardi 24 mars et regagnera Yaoundé mercredi 25 du mois à 9 h. Signalons avant la deuxième partie de ce journal que le comité de normalisation a 6 mois pour réviser 5 articles et baliser le chemin en vue de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. L'équipe conduite par le professeur Joseph Oona se félicite de cette autre chance qui leur a été accordée par la Fédération internationale de football association. C'était au cours d'un point de presse du côté de Yaoundé. Le compte rendu de Marcelin Ganson. Encore 6 mois au comité de normalisation pour achever le processus électoral à la FECAFOOT. La nouvelle prorogation décidée par la FIFA est considérée comme la dernière chance qui devrait permettre à notre football de sortir de son impasse actuelle. Conformément à cette décision, le comité de normalisation arrêtera un calendrier dans un futur proche relatif d'une part à l'adoption des statuts de la FECAFOOT et du code électoral de la FECAFOOT et d'autre part au processus électoral. Ce calendrier sera transmis à la FIFA pour validation. Il n'y a a priori pas grand-chose à faire. Les statuts ainsi que le code électoral de la FECAFOOT ne devant faire l'objet que d'un léger amendement. Le comité de normalisation prend acte avec satisfaction de la position de la FIFA d'autoriser les modifications des articles 19, 23 et 35 des statuts de la FECAFOOT d'août 2014 et 5 et 8 du code électoral de la FECAFOOT. Le professeur Joseph Oona a saisi cette occasion pour répondre à ceux qu'il considère comme les détracteurs du comité de normalisation. Pour lui, le bilan du comité est plus que satisfaisant en dépit des multiples prorogations. On a fait des règles sérieuses, on a réorganisé la FECAFOOT de façon sérieuse. C'est vous qui refusez qu'on aille à une fédération moderne, bien gouvernée, avec des règles précises, parce que les gens veulent entrer par le toit pour venir à la FECAFOOT.
Ils ne veulent pas remplir les conditions. Ils pensent qu'on les nommera d'une structure ailleurs parce qu'ils sont petits copains d'un ministre ou petits copains de je ne sais pas qui. Que j'aimerais m'éterniser ici, pourquoi? La presse n'a pas loupé le président du comité de normalisation au sujet d'une probable démission du secrétaire général Tombi Aroko, ce qui lui permettrait alors de présenter plus librement sa candidature. Mais je dois dire, et cela m'étonne, que vous voulez toujours faire des spécificités camerounaises. Monsieur Blatter, c'est un quoi? C'est un ancien secrétaire général de la FIFA. On peut même penser que très souvent, cette fonction vous prépare à présider la FIFA. Pourquoi vous voulez que nous, on se polarise sur Monsieur Tombi, Monsieur Tombi, Monsieur Tombi, Monsieur Tombi quoi? À en croire la FIFA, qui a rendu sa décision le 20 mars dernier, les articles 19, 23 et 35 des statuts de la FECAFOOT devraient être retouchés au plus tard fin mai 2015. Le mois de juillet a été fixé comme le deadline pour la révision des articles 5 et 8 du Code électoral. Tout ceci devrait baliser le chemin en vue de l'élection du président de la FECAFOOT en septembre 2015. Je ne suis pas prophète, moi. Je ne joue pas à Madame Soleil. Si vous ne nous mettez pas les bâtons dans les roues, c'est une dernière prorogation. Alors, je vous préviens quand même, comme vous aimez les prorogations, il y aura peut-être une qui sera finale. Et la FIFA vous en fera une finale, une bonne, une fois pour toutes. Voilà qui est dit, je vous invite à présent à nous rejoindre dans la deuxième partie de ce journal. Nous allons revenir sur la condamnation de Karim Wade, le fils de l'ex-président du Sénégal, dans quelques instants avec notre invité. Eh bien, nous recevons le secrétaire général de la Fédération du PDS, qui est le Parti démocrate sénégalais, Séné Diol. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Etienne. Alors, dites-nous comment est-ce que vous avez apprécié l'annonce de la condamnation d'un militant de votre formation politique, le PDS, Karim Wade, en l'occurrence 6 ans de prison et une amende de 138 milliards de francs CFA. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie dans le PDS pour ce qui est de la branche du Cameroun à Douala? Monsieur Etienne, nous avons accueilli cette nouvelle vraiment avec beaucoup de déception. Ça nous a mis mal à l'aise. Ça même a vraiment créé quelques polémiques à travers la communauté sénégalaise ici à Douala. Mais cela est vraiment quelque chose qui ne peut pas manquer. Chaque chose a son suite. Mais moi, en tant que premier militant, c'est-à-dire reconnu par excellence Maître Wade, alors ici au Cameroun, au titre du secrétaire général de la Fédération PDS, alors je reste toujours vraiment croire à la loi parce que je sais que Macky Sall et Karim Wade, ils sont travaillés ensemble dans un même gouvernement et ils sont ensemble dans un même camp, le camp de Wade. Alors pourquoi vous parlez de déception? Est-ce que cela signifie que vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette décision de la justice sénégalaise? Si oui, que reprochez-vous à cette justice? Non, déception parce que ça dit c'est quelque chose qui est fait dans mon camp et que je ne souhaitais pas. Donc quand c'est arrivé, ça m'a déçu et ça m'a vraiment mis mal à l'aise parce que Macky Sall a mis Karim Wade en prison ou la justice sénégalaise a mis Karim Wade en prison. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Mais bon, comme je sais que la justice, elle est au-dessus de tous. Et nous restons toujours croire à notre justice parce que c'est grâce à cette justice que nous avons une démocratie vraiment transparente. Et vraiment, c'est grâce aussi à cette justice que le Sénégal a un pays dynamique. Donc nous ne pouvons pas manquer de respect de cette justice. Et on sait que aussi quelque chose de ce genre se passe. Alors ça ne peut pas se passer entre les deux belligérants, mais c'est la justice qui intervient avant qu'on trouve un verdict ou quelque chose de concret. D'accord. Et si on comprend bien, c'est juste le fait qu'on ait mis Karim Wade en prison qui vous gêne et non les faits qui lui sont reprochés, alors dont vous reconnaissez qu'il y a eu une malversation au moment où il était aux affaires. Il faut quand même noter que Karim Wade avait à lui seul 4 portefeuilles les plus importants au Sénégal. Est-ce que cela ne traduit pas également d'une quelconque injustice et même ça peut davantage prouver sa condamnation? Si, exactement. C'est ça même qui a amené tous ces problèmes parce que
bon, quand quelque chose n'est pas expliqué clair, alors tôt ou tard, ça peut amener un problème. Qu'est-ce qui n'est pas expliqué clair? Le fait qu'il ait eu 4 portefeuilles? Le fait qu'il a eu 4 portefeuilles et une fois, il a été appelé à l'Assemblée pour quelque chose d'explication et ceci a amené un problème entre Macky Sall et le PDS et jusqu'à ça, ça fait vraiment réduire le mandat de Macky Sall par, comment on appelle, anticipation. D'accord. Et ceci a amené Macky Sall à créer son parti et c'est là qui a aussi en même temps amené Macky Sall, c'est-à-dire de son première participation à l'élection, en même temps au pouvoir. Alors, est-ce que cette question n'a pas été abordée au sein du PDS lui-même? Comment est-ce qu'on appréciait le fait que à lui seul, Karim Wade, qu'il lui revienne 4 portefeuilles ministériels? Est-ce que ça n'a pas été discuté, cette question, au sein du PDS? Ça ne peut pas manquer. Tout le monde n'était pas d'accord sur cela parce que le Sénégal a vraiment beaucoup de cadres qui pouvaient aussi vraiment servir comme Karim Wade. Mais comme aussi, quelque part, on peut dire que le vieux voulait aussi le présenter vraiment pour montrer ses savoir-faire et ses qualités et tout ça là. Peut-être cela aussi a causé ces 4 postes ministères. Mais dans tous ces cas, je sais que le problème est venu de là. Parce que avec toute cette fortune-là qu'on l'acquise, je sais que s'il n'avait pas géré ces postes ministères, il n'allait pas avoir ces problèmes. Il n'allait pas avoir ces problèmes qu'il a avec la justice aujourd'hui. Voilà, donc ce poste ministère-là qui a amené vraiment ces demandes d'explication et qui l'a mis en prison également. Alors, la prochaine actualité au Sénégal, il faut le noter, c'est l'élection présidentielle qui est prévue en 2017. Et votre formation politique, le PDS, le Parti démocrate sénégalais, a choisi Karim Wade justement pour être le challenger de Macky Sall lors de cette prochaine présidentielle. Maintenant qu'il est condamné, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce qui va se passer, c'est que bon, nous restons, c'est-à-dire sur le rang d'attente pour savoir si, bon, à la fin, qu'est-ce que ça va devenir cette candidature? Parce qu'on sait que c'est la loi qui décide tout. L'élection 2017 reste encore quelques années. Ce n'est pas quelque chose de 2 mois ou 3 mois, ça reste encore quelques années. Et l'annonce de candidature, alors, ça s'est fait plusieurs fois au Sénégal, mais c'est la loi qui décide tout. Quand la loi a validé cette candidature, alors c'est là où on saura alors comment ça va se passer. Et s'il n'y a pas quand même quelques interrogations qui peut survenir entre cette sentence et le choix porté sur Karim Wade, parce qu'il faut dire que la décision de la justice sénégalaise intervient quelques jours seulement après que le PDS l'ait porté à la tête pour être le candidat à l'élection 2017. Vous, comment est-ce que vous interprétez cela? Moi, comme en tout cas, pour être clair, j'avais dit ceci même au sein de ma communauté. Tout le monde sait qu'après le règne de Wade, moi je n'ai pas de candidat. Donc ce qui veut dire que je ne m'intéresse même pas tellement pour écouter, pour savoir vraiment telle candidature ou c'est-à-dire tel programme sur l'élection 2017. C'est-à-dire que le choix porté sur Karim Wade est unanime au sein du PDS pour être le candidat à l'élection présidentielle 2017. En tout cas, il a large victoire. Alors, il a large victoire pour être candidat. Là, je le reconnais. Parce que d'après l'information, Karim Wade est vraiment vainqueur largement. Alors, donc, il a tout le PDS derrière lui. Alors, donc, on attend après les réactions, c'est-à-dire ces campagnes, comment ça va se passer. D'accord. Avant de savoir. Voilà. Merci Séné Diolé. Il faut dire que vous êtes le secrétaire général de la fédération du PDS, le Parti démocrate. Mais là, c'est quelque chose que je dis bien ancien. Oui. Vous êtes l'ancien? Oui, je suis ancien secrétaire général de la fédération PDS. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau qui a été nommé entre-temps? Oui, pour le moment, nous n'avons pas encore un nouveau qui est nommé. D'accord. Mais moi, je ne souhaite pas, en tout cas pour le moment, je n'ai pas candidat. Et c'est la candidature de Wade qui m'avait intéressé pour me amener, c'est-à-dire au rang de PDS. Merci. Comme maintenant, je ne suis plus candidat, je peux dire militant ou je ne sais pas, supporter d'un candidat. Ok. Alors, je peux bien dire que je ne suis plus secrétaire général. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci aussi. Merci, M. Etienne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20 h. D'ici là, nos programmes se poursuivent. Ne zappez surtout pas. Bonsoir.